La culture grecque avait insufflé sa conscience au peuple qu'elle avait touché, mêlant ainsi cette conscience aux vertus locales, ce qui a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le monde hellénistique. Ici, la rencontre de l'Orient et de l'Occident a permis à la conscience d'adopter une multiplicité de couleurs et une diversité d'origines. Le monde a alors commencé à aborder les concepts grecs de morale et de pensée à l'aune des philosophies orientales qui cherchaient à dépasser la philosophie du dialogue grec vers une vision holistique réunissant pensée, pratique et contemplation spirituelle. C'est ici que sont nées les idées de l'école néo-platonicienne à Alexandrie, qui a tenté de combler à nouveau le fossé entre la philosophie et la métaphysique, entre la raison et l'esprit. À Alexandrie, la conscience circulait sous la coupole antique du ciel et dans les premiers écrits scientifiques. Les Grecs étudiaient l'anatomie, la médecine, l'optique et l'astronomie. Et ils comprenaient que la conscience humaine, lorsqu'elle se tourne vers le ciel, cherche parmi les étoiles l'origine de son existence. À ce moment grandiose, la conscience s'est étendue pour atteindre un soleil qui n'était pas le premier des deux soleils de sa civilisation. Le soleil de la raison est la poche du soleil spirituel qui éclaire les recoins cachés de l'âme. Et avec l'éclat d'Alexandrie qui s'est propagé jusqu'au rivage de Rome, la conscience s'est étendue vers sa dimension politique et militaire. Voici les Romains qui utilisent les écrits de Platon et d'Aristote comme base pour construire un système juridique et administratif, pendant que l'immense empire tissait ses fils à travers la Méditerranée. La conscience gréco-romaine confiait la tâche aux capitaines réfléchis qui naviguaient entre les îles de la pensée et les considérations pratiques. La conscience se nourrissait désormais de deux champs parallèles. Le premier est le domaine de la politique et du droit, où l'idée de droit et de devoir a été pratiquée et où l'obéissance et la liberté sont devenus des concepts nécessitant un équilibre délicat entre l'individu et la collectivité. Le second est le domaine des arts et des sciences, où la faculté de médecine de Kos en Grèce est née et où l'école de la découverte scientifique a vu le jour dans les milieux romains. Dans ce contexte, l'homme comprenait que la conscience n'établit pas sa demeure en un seul lieu. Il y a plutôt un mouvement constant entre ce que l'on appelle la connaissance pratique et la connaissance théorique. C'est cet énorme flux qui prend la forme d'un écho entre le cerveau et le monde que nous appelons conscience. Alors, lorsque le tumulte du 1er siècle après JC s'est apaisé, les signes du système impérial contrôlant la Méditerranée sont apparus. Les graines de la nouvelle religion chrétienne ont commencé à pousser sur la terre de Palestine comme une plante poussant pendant l'été torride. À ce moment-là, la conscience s'est mise à chercher l'absolu du bien, le salut, la compensation spirituelle. L'homme qui voyageait à travers ses chevaux et ses sentiers vers le cœur de la grande cité impériale portait en lui une nouvelle question. La raison seule suffit-elle pour le salut? C'est alors que certains penseurs saints ont trouvé la réponse dans le dialogue entre la foi et la raison, comme Augustin, qui écrivit ses Confessions et la Cité de Dieu, tentant d'établir un pont entre la philosophie platonicienne et les paradoxes du christianisme naissant. Dans cet effort, la conscience humaine cherchait un sens au-delà du plafond de l'existence. Elle cherchait une porte qui s'ouvrirait devant elle, offrant la possibilité d'une vie au-delà de la mort ou d'une succession à celle-ci, allumant ainsi une nouvelle étincelle dans les champs de la conscience. Une étincelle qui affirme que la connaissance n'est pas seulement liée au monde matériel, mais qu'elle s'étend aussi à l'autre monde. Ainsi, la conscience s'est tenue sur le seuil de la métaphysique, le monde des anges et des démons, le monde de l'âme purifiée et du bien visible. Un monde qui suscite l'interrogation sur la relation de l'homme avec Dieu et sur le sens de la prière comme pont entre la raison et le cœur, entre le monde tangible et le ciel ouvert. Et avec la disparition de l'Empire romain d'Occident et l'avènement des âges sombres en Europe occidentale, la conscience s'est enfoncée dans un océan d'obscurantisme païen hérité. Mais elle n'est pas non plus morte complètement, car elle a pris la forme de la foi chrétienne, fondée sur les textes bibliques et l'héritage des pères de l'Église. Ici, les monastères chrétiens ont commencé à contribuer à la préservation partielle de la conscience classique. Le prêtre, près de l'encrier, rédige un petit papyrus en phrases latines. Il écrit les maximes des sages. Il transmet les livres d'Aristote et les traduit en arabe dans le vaste Orient occupé. Puis il revient
et adopte l'idée que la raison est un don de Dieu. Selon cette idée, la conscience vit alors une tension duale. D'un côté, la raison classique chérit la connaissance et le salut. Et d'un autre côté, la foi religieuse métaphorique est sacralisée. Ainsi, la conscience s'est développée dans les textes religieux et les écoles théologiques, où la raison et la foi se sont équilibrées autour d'une même table. D'un autre côté, dans l'Orient islamique, la conscience a évolué à partir de l'ouverture de Pierre le Grand et de la ferveur de l'amour intellectuel à travers les centres de Bagdad, Fostat, Damas, Fès et Kairouan. Les musulmans se sont appropriés l'héritage de la Grèce, d'Aristote et de Platon, qu'ils ont traduit en arabe et l'ont étudié à Bassora et à Koufa. C'est ainsi que sont apparues les écoles de théologie, les mutazilites, les acharites et de grands philosophes tels qu'Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne et Averroès. Ces deux derniers, Avicenne et Averroès, n'ont cessé de chercher une réponse à la question qui préoccupe l'esprit humain. Comment concilier la raison avec la révélation? C'est ici qu'Avicenne a fondé la logique de l'existence sur l'idée de l'être nécessaire comme fondement de l'univers, tandis qu'Averroès a utilisé le concept de la connexion entre la raison et le monde pour démontrer que la philosophie n'est pas en contradiction avec la religion, mais qu'elle en est plutôt une interprétation. Il s'est appuyé sur la loi de la causalité établie par Aristote pour affirmer que la causalité conduit à l'existence d'un Dieu pour l'univers. À cette époque, la conscience est devenue comme l'eau, mesurant son cours entre deux ouvertures rocheuses, entre la raison actuelle qui aspire à la pure question logique et la foi consciente qui cherche le sens absolu. Le discours philosophique a alors jeté l'ancre sur les rivages de la langue arabe, en faisant une station permanente de la conscience. Sa production, des millions de manuscrits qui sont restés intacts jusqu'à l'aube de la Renaissance. Et maintenant, je vais me retirer de cette ombre, car certaines étapes ne peuvent être exprimées avec la même voix. Je vous laisse avec la voix qui convient à ce qui va suivre. Quant à la terre de l'Europe chrétienne, la création de la conscience y fut une autre aventure, dans les cellules des monastères et les écoles épiscopales. Les rituels chrétiens se chargeaient quotidiennement de préserver la formation de la conscience à travers des prières et des rites monotones. Mais la rechute de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle fut considérée comme une déclaration de mondialisation de la philosophie, car il tenta à nouveau de fusionner Aristote avec la religion catholique. La foi en la raison et la raison en la foi. Thomas d'Aquin vécut à l'extrême aboutissement de l'histoire, à une époque où la conscience disposait d'une vaste carte dans sa quête du salut et de la vérité. Mais en même temps, une autre conscience grandissait en secret, la conscience de la femme, qui n'avait ni renommée ni grand courant philosophique, si ce n'est des cris sauvages au plus profond des âges sombres. Comme si la femme, tourmentée par la faim ou la fatigue, tournait les pages des études de son frère et de ses voisins dans le champ du ciel et du mythe, elle commence à ressentir qu'il existe une conscience à son nom en tant qu'être humain, et non en tant que corps surveillé par les moines ou destiné à une ascèse intérieure. Mais cette conscience est restée à voguer sans voile, suspendue à la patience de l'éther. Elle attendait l'aube de la Renaissance pour grandir et se révéler. Puis, à un moment d'aube, les brises de la Renaissance soufflèrent depuis l'Italie et l'être humain a redonné forme à sa propre essence. Ici, Damastillo, Alberti, ainsi que tous les sculpteurs, peintres et inventeurs ont hissé ensemble l'étendard de la raison et de la créativité. À Rome, à Florence, puis à Rome de nouveau, les villes se mirent à respirer l'art et la connaissance comme l'âme respire la lumière du soleil. L'idée de l'homme central, l'anthropos, fut le symbole de cette époque. C'est cette conscience qui dirige son regard à la fois vers la terre et le ciel. Il voit dans le divin une leçon pour choisir sa propre voie dans son parcours créatif. Et il voit dans les formes naturelles une preuve de l'immensité de l'univers. C'est à cette époque que la conscience s'est ouverte au langage de la beauté, que Léonard de Vinci a mis au service de son dessin du doux sourire du Vatican, au langage de l'ingénierie qu'a employé Brunelleschi pour construire le dôme de la cathédrale de Florence.
et au langage de la musique que Bach a vénéré dans ses compositions en tant que compagnon constant de l'âme humaine. La langue elle-même, à cette époque, puisait dans le puits de la culture pour en tirer de nouvelles formes. Les Grecs classiques se mirent à scander à nouveau les noms d'Archimède et d'Héron l'Africain, et le discours philosophique français et anglais est devenu plus tourné vers l'homme et sa perception directe des sens, plutôt que vers les énigmes de l'interprétation symbolique. Avec l'aube du XVIe siècle, les savants ont proclamé des révolutions scientifiques successives. Copernic a affirmé que la Terre tourne autour du Soleil, et Kepler a tracé les orbites des planètes en arcs géométriques complexes, et Galilée a observé les planètes avec le petit instrument qu'il a appelé télescope. La conscience s'est mise à voguer dans un espace qui ne ressemblait à aucun espace antérieur. La question ne se limitait plus à « suis-je une partie du tout ?» seulement « mais elle est devenue, comment le tout s'organise-t-il ?» Ainsi, les questions fondamentales de l'espace, du temps et du mouvement se sont ouvertes. Les frontières entre le corps et le ciel ont changé, et l'homme a commencé à ressentir que les questions de liberté ne le concernaient pas lui seul, mais concernaient aussi les lieux et les moments dans lesquels il vit. C'est alors que la conscience s'est mise à explorer la relation entre les phénomènes matériels et le mouvement de l'esprit à leur égard. L'homme joue-t-il seulement son rôle physique ou bien son rôle philosophique? Et comment peut-on combiner les deux? De ce dialogue est née la science de la mécanique des corps et l'apparition de nouveaux niveaux de débat sur la liberté et la volonté, car la conscience a commencé à comprendre que le choix humain pouvait être perçu comme un mouvement physique, tel une rotation sur une orbite céleste, mais qu'il reste libre en même temps. Ce débat ne tarda pas à se déplacer des plateaux d'Europe vers le sud des rivages océaniques, lorsqu'il s'est installé en France, où les philosophies champêtres et les boissons raffinées ont transformé le débat en véritable séance d'examen de l'existence. Et lorsque le XVIIe siècle a émergé, Descartes a proclamé « Je pense, donc je suis ». C'est alors que la conscience a commencé à s'établir sur une nouvelle base philosophique. Le sujet pensant. Descartes a construit sa pyramide philosophique sur le doute méthodique, et il a verrouillé le raisonnement dans l'esprit des gens, au point que la question est devenue « Comment puis-je être sûr que mon existence est réelle ?» C'est alors que la conscience a commencé à peser entre le doute et la certitude, et a finalement choisi la subjectivité comme centre élégant de l'existence. Au sommet de la certitude cartésienne, les sciences modernes se sont fondées comme un savoir garanti par l'expérience et la raison. Mais à ces moments où l'on ressentait un équilibre mercuriel entre la glace du doute et la flamme de la certitude, Mervyn Suskind est apparu. Non, il n'est pas apparu littéralement, mais la conscience des gens s'est ouverte à l'idée que l'existence est vaste comme un espace ouvert entre l'esprit et le corps. Ainsi prit fin le dernier instant de cette conscience cartésienne rigide. Au XVIIIe siècle, la Révolution française éclata et lança le slogan de liberté, d'égalité et de fraternité à la face des anciens régimes. La conscience humaine s'est jointe au tumulte des foules en révolte, aux écrits critiques des premiers capitalistes, aux arts de la comédie noire et à l'oligarchie qui adopte le dragon comme symbole de libération. Ici, la conscience ne se demande plus seulement quel est son rôle dans l'univers, mais elle s'interroge aussi sur son rôle dans l'histoire. Suis-je simplement un chiffre insignifiant dans un recensement humain sans valeur? Ou bien suis-je une graine capable de changer le cours de l'histoire si je me soulève? À ce moment-là, la conscience populaire, la conscience des masses telle qu'exprimée par Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, acquérait une dimension collective et spirituelle. La conscience est devenue une nécessité défensive pour défendre le droit à l'existence face à la tyrannie et à l'injustice. En même temps, la conscience de classe, telle qu'exprimée par Karl Marx, annonçait sa première naissance. Des yeux qui ne fonctionnent que comme un être pensant à son histoire en tant qu'ouvrier et à l'injustice sociale qui se répète à travers le temps. La conscience du XVIIIe siècle ressemblait à une symphonie où les cordes jouaient sur les deux thèmes de l'Aufklärung et de l'histoire. Et lorsque l'homme est passé au XIXe siècle, sa conscience a atteint le rang d'un moi à la fois plus optimiste et plus contradictoire.